Voilà, si vous en êtes d'accord, on enregistre ces webinaires qui, après, sont sur le site du 3 Bicef et sur d'autres sites, peut-être le site de C'est pas du luxe, hein, pour en garder une archive. On attend juste peut-être 1 ou 2 minutes, ouais, parce qu'on avait plutôt une quinzaine d'inscrits, donc c'est toujours un peu étonnant quand on est peu nombreux. Allez, je propose qu'on démarre. Il est 12h05. On vous propose de passer 1h30 ensemble pour ce webinaire, donc, qui est le 11e du cycle Explorer les espaces agissants, qui ont lieu depuis la saison dernière, donc depuis près d'un an et demi maintenant. Ce cycle de webinaires nous amène à nous déplacer d'un espace à l'autre. Nous étions la dernière fois pour le 10e webinaire Explorer les espaces agissants. On était au mois de mars en direct de l'APHM, de l'Atimone, de l'hôpital de l'Atimone à Marseille et en direct de l'espace éthique Corse Sud Méditerranée qui nous a présenté donc le projet de l'espace éthique qui accompagne, est un espace de ressources autour des questions d'éthique médicale et de citoyenneté. Donc, on poursuit avec ce cycle de webinaires un parcours qui nous amène à petit aussi dessiner les contours de la cartographie du réseau Arts Soins Citoyenneté. Puisque, à l'image de cette démarche du réseau Arts en Citoyenneté, on explore avec ces webinaires donc des espaces agissants. Et il se trouve que nous sommes ici à Avignon et on va explorer à la fois une expérience agissante qui est celle du festival C'est pas du luxe, et qui n'est pas un espace, mais plusieurs espaces. Donc là, nous sommes bien en direct d'Avignon, nous sommes en direct de l'ISTS, qui est l'Institut supérieur des techniques du spectacle à Avignon, qui nous accueille aujourd'hui. Mais c'est pas du luxe, qui est donc un festival dont on va vous parler, se déploie dans toute la ville. Il s'agit bien d'une multiplicité d'espaces et donc d'une pluralité, d'espaces agissants au pluriel qui transforment le temps du festival, le temps de la Biennale C'est pas du luxe, toute une ville. Voilà, donc on a quand même tenu à venir à Avignon pour représenter, pour nous réunir. Donc on va se présenter avant de commencer à rentrer dans la présentation de C'est pas du luxe. Donc moi je suis Jasmine Lebert, je suis directrice du 3 Bicef, le Centre d'art contemporain pluridisciplinaire à Aix-en-Provence qui se trouve et fait partie du centre hospitalier Montperrin, centre hospitalier psychiatrique. Je suis Sophie, je suis secrétaire générale au 3 Bicef à Aix. Et donc, bonjour, Sybille, je suis en charge de la coordination de CEPA du luxe, embauchée par la Fondation pour le logement, qui s'appelait anciennement Fondation Abbé Pierre. Bonjour, je suis Elise Dansette et je suis en charge de la communication et de la médiation du projet C'est pas du luxe et aussi auprès de la Fondation pour le logement. Et moi, je suis Magali Richard, je suis administratrice de la Garance, qui est la scène nationale de Cavaillon et qui est co-organisateur du festival depuis le début de son existence. Alors, après ces présentations, on va, avant de rentrer dans la présentation, comme toujours, ces webinaires, on vous propose 2 temps. Un premier temps vraiment où on présente l'équipe de C'est pas du luxe, présente l'expérience, l'historique du festival. Voilà, on va vous présenter dans toutes ces dimensions. On fait cet angle, voilà, cet angle resserré sur C'est pas du luxe et c'est pour ça aussi qu'on est ici, qu'on a souhaité venir. Vous savez que dans le cadre du réseau Arts en Citoyenneté, on s'intéresse aux entrecroisements autour de la création artistique, de dynamique culturelle, de création artistique, d'artistes au travail, dans des contextes de soins, mais des contextes de soins les plus larges possibles, comme c'est le cas au 3 Bicef ou comme c'est le cas donc dans des secteurs, dans des milieux de soins qui
sont dans le champ de la santé, mais ce réseau a aussi vocation à interroger la question de la citoyenneté et des contextes de soins, des formes de soins. Et c'est vrai que ce qui nous a particulièrement intéressé dans l'expérience de C'est pas du luxe, c'est cette question du soin dans une démarche sociale à travers aussi l'entrecroisement. C'est vrai que sur la page du site internet, c'est le premier mot, je crois que j'ai trouvé, l'entrecroisement, le fait de croiser des mondes. Et c'est vrai que ça n'est pas si fréquent qu'un festival, qu'un projet artistique soit vraiment coporté, déjà avec une gouvernance collégiale comme vous allez nous le présenter, mais coporté et présente des travaux, des recherches et des spectacles et des formes artistiques coportés par des artistes professionnels et des artistes amateurs, et en l'occurrence pour C'est pas du luxe, des artistes aussi amateurs en situation de précarité. Voilà, donc entremêler des mondes, entrecroiser des mondes, imbriquer la création artistique à des environnements de soins, c'est tout ce qui nous intéresse et on avait donc très envie de plonger dans l'expérience de C'est pas du luxe. Alors, j'ai la charge de présenter peut-être l'histoire un peu de ce projet. En fait, ça fait peut-être une trentaine d'années qu'au sein de la Fondation pour le logement, la question de la pratique artistique a été identifiée comme un levier dans l'accompagnement des personnes, pour les aider à mieux vivre leur situation et pourquoi pas à sortir de la précarité. Donc, la Fondation a accompagné énormément d'associations qui mettaient en œuvre des ateliers de pratique artistique un peu partout en France. Et puis, petit à petit, ça c'est devenu une sorte de réseau au sein de la Fondation. Et c'était principalement avec ce qu'on appelle des accueils de jour pour personnes à la rue, donc qui sont des lieux d'accueil en journée et qui offrent un premier niveau d'accompagnement et de services qui sont de l'ordre de avoir accès à un petit-déj, avoir accès à une douche, avoir accès à une bagagerie, à une domiciliation, mais qui sont aussi des espaces de lien social très forts et d'accompagnement aussi vers de l'accès au droit ou de l'accès à la santé, par exemple. Donc, on travaille beaucoup avec ce type d'établissement et également avec ce qu'on appelle des pensions de famille. Les pensions de famille, contrairement à ce que son nom indique, ne sont pas des lieux de famille, d'accueil de famille, mais plutôt de recréation d'un cocon familial pour des personnes qui ont été très longtemps isolées, qui ont eu des parcours de rue et qui réaccèdent à un logement, mais dans un cadre qui est accompagné, c'est-à-dire chacun a son studio, mais il y a des espaces communs avec des travailleurs sociaux qui les accompagnent au long cours dans leurs différentes démarches. Donc, on travaille énormément avec ces deux types d'établissements. Et on travaille également avec tout ce qui est centre d'hébergement d'urgence, centre d'accueil de demandeurs d'asile, communauté Emmaüs, etc. Donc à chaque fois, on touche des personnes qui sont en très grande précarité sociale. Et donc, la Fondation a accompagné ces associations dans le fait de mettre en place des démarches avec des artistes. Et puis, petit à petit, le constat a été fait, notamment avec des partenaires à Cavaillon, donc avec la Garance, la scène nationale, et avec une association qui s'appelle Le Village, qui est une structure sociale. Le constat a été fait que ces créations, ces projets artistiques, voyaient rarement le jour au-delà de l'association elle-même. C'est-à-dire, il y avait un petit temps de diffusion, souvent à 17h le jeudi soir, devant les bénévoles de l'association, et ça s'arrêtait là. Alors que c'est des projets qui étaient d'une très belle qualité artistique et qu'ils avaient aussi quelque chose à dire au monde, dans le sens où c'est des personnes qui sont souvent très invisibilisées dans notre société et que tout d'un coup, pouvoir leur donner un espace d'expression et de parole qui se confronte à d'autres, c'est intéressant à plusieurs titres. C'est intéressant parce que ça permet aux personnes de changer aussi le regard sur elles, de pouvoir se dire qu'elles ont cette possibilité d'aller s'exprimer devant d'autres. Ça peut apporter aussi beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi. Et de l'autre côté, pour les personnes qui viennent assister à ces projets, à ces spectacles, à ces expositions, ça peut aussi permettre de changer le regard sur la précarité, parce que c'est une autre manière de se rencontrer. On se rencontre autour d'un propos, autour d'autre chose, et donc forcément, ça décale un peu ce qu'on peut penser. Donc, face à ce constat, a été imaginée l'idée de faire un festival qui rassemblerait toutes ces créations, qui viennent donc d'un peu partout en France, de toutes ces associations, et qui se produisent le temps d'un week-end élargi sur 3 jours
dans une ville du Vaucluse, puisque c'était d'abord avec des partenaires du Vaucluse que ce constat a été fait. Donc, les premières éditions du festival ont eu lieu dans des communes du Vaucluse, donc Le Thor, Apt, et on a vu que politiquement, c'était pas simple de proposer un tel projet, puisque ça générait pas mal d'appréhension et de crainte dans les municipalités, et c'est parfois devenu même un objet un objet de politique, au sens où certaines villes nous ont dit, bah voilà, vous pouvez plus venir chez nous, on a peur d'un déferlement de SDF, etc. Donc ça montre aussi à quel point travailler sur ces sujets-là n'est pas forcément si facile. Vouloir mettre à jour des personnes qui sont très invisibilisées, ça reste aussi un combat, un sujet quotidien. Et petit à petit, donc après ces premières expériences dans ces villes, la ville d'Avignon nous a ouvert ses portes. Et depuis 2018, le festival se tient à Avignon. Donc c'est un festival qui est sous format biennal, des années paires, et qui est le dernier week-end de septembre. Il y a à peu près une soixantaine de projets artistiques qui sont présentés, donc dans toutes les disciplines artistiques, donc cinéma, théâtre, danse, musique, marionnettes, etc., qui investissent une trentaine de lieux de la ville d'Avignon, à la fois des lieux qui sont identifiés comme des lieux culturels, mais aussi des espaces publics, mais aussi des lieux qui ne sont pas forcément déjà dédiés à des projets artistiques ou culturels. Et l'idée de ce festival, c'est qu'il est ouvert à tous. Donc, il y a à la fois des personnes, des associations qui fréquentent ce festival, qui le fréquentent parce que soit ils sont programmés, euh, soit ils viennent aussi en tant que spectateurs. Parce que c'est l'idée que ce festival, il est aussi ouvert à tous. Et on réfléchit beaucoup à comment rendre ce temps fort hospitalier pour toute personne qui se sentirait peut-être pas a priori invitée ou concernée par des projets culturels. Et pour ça, par exemple, le festival est à prix libre. Donc, en fait, on a un point info dans un square à l'entrée d'Avignon. On met ce qu'on veut, on obtient un bracelet, et avec ce bracelet, on peut rentrer dans tous les lieux du festival. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, on ne va pas vous demander à quelle catégorie sociale vous appartenez, si vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, pour accéder au festival. Ça évite qu'on vous recolle une étiquette au moment où vous venez prendre votre bracelet. Et par ailleurs, autre exemple, on ne prend pas non plus de réservation, parce qu'on sait aussi que les personnes qui réservent sont celles qui connaissent déjà les codes. Et donc, ce serait quand même malheureux que tous les spectacles, par exemple, soient complets et qu'on touche finalement que les personnes qui ont l'habitude de réserver en avance. Donc, pour éviter ça, en fait, il n'y a pas de réservation, il faut venir sur place et rentrer s'il y a de la place. En gros, ça se passe comme ça. Et dernière chose, on fait en sorte aussi que les lieux du festival, donc on est principalement intramuros avec quelques projets qui sont dans les quartiers ouest d'Avignon. Et pourquoi on a fait ce choix? Parce que on a pas mal de personnes du public qui sont des personnes avec des corps abîmés, cabossés, et pour qui la question de la mobilité, notamment dans une ville où on se déplace principalement à pied, en tout cas en ce qui concerne l'intramuros, c'est pas évident d'aller marcher trop longtemps pour se déplacer d'un lieu à l'autre. Et donc, on essaye que les lieux soient à moins de 5 minutes les uns des autres pour pouvoir enchaîner. Voilà. Donc, au final, le public qui fréquente ce festival, on va dire, c'est à peu près un tiers des personnes qui viennent en groupe issus d'associations, euh, à la fois des réseaux de la Fondation pour le logement, mais pas que, c'est aussi plein d'autres associations, à la fois du champ de la grande précarité ou d'autres qui viennent fréquenter le festival. Ça représente à peu près, on va dire, 1000 personnes. Et puis, au total, il y a 3500 personnes. Donc, les 2500 autres, c'est du public, on va dire qu'on ne connaît pas plus que ça, qui sont des gens qui fréquentent le festival, donc probablement des habitants de la ville, de la région. On n'a pas encore mené d'études de public, et donc qui viennent assister à ces projets. Donc, pour monter le festival et pour avancer sur la programmation, on fonctionne sous la forme d'un comité d'organisation qui réunit en fait l'ensemble des partenaires organisateurs. Donc à la fois donc la Garance et le village, qui sont les structures qui ont fondé le festival avec la fondation, mais aussi Emmaüs France et la ville d'Avignon. Il y a aussi un artiste associé au projet
Et puis l'équipe qui porte aussi en tant que salarié la coordination du projet. Donc on se réunit tous les mois et l'ensemble des sujets sont partagés de manière collégiale, c'est-à-dire n'importe qui peut avoir un avis sur des sujets d'implantation technique, sur des sujets artistiques, sur des sujets de communication, en se disant qu'on a tous une sensibilité, quelque chose à apporter dans le projet. Après, certains, bien sûr, vont avoir des regards plus aiguisés du fait de leur étiquette professionnelle sur certains domaines, mais ça n'empêche pas de pouvoir partager l'ensemble des sujets tous ensemble. Donc c'est assez lourd, on va dire, comme organisation, puisque c'est une journée par mois, tout le monde se réunit pour faire avancer le projet. Et pour choisir la programmation, on fonctionne avec un appel à participation qu'on publie dans les différents réseaux, à la fois de structures du champ social, de structures artistiques, et sur nos propres médias à nous, sur les réseaux sociaux, via notre newsletter, etc. Et donc, tout artiste ou tout lieu culturel ou toute structure sociale qui monte un projet qui rassemble des personnes accueillies dans des établissements de lutte contre la grande précarité et des artistes professionnels peut proposer un projet. Euh, L'idée, c'est que l'appel à participation, il sort souvent au mois de décembre, janvier. Et la plupart n'ont pas forcément finalisé des projets, ce pas forcément des créations qui tournent depuis 5 ans, etc. Il y a beaucoup de personnes qui montent des projets spécifiquement pour venir les présenter au festival. Donc, ils ne sont pas du tout finalisés au moment où on les reçoit, mais on opère quand même une sélection sur la base de ce qu'on peut nous raconter de ces projets. Et cette sélection, elle va à la fois se demander est-ce qu'il y a bien un regard artistique qui est porté dans cette création, donc est-ce qu'il y a bien un artiste professionnel qui porte le projet, et aussi est-ce que les personnes qu'on touche sont bien les personnes qui sont les personnes concernées par ce sujet de très grande précarité, par cette situation de grande précarité, et comment elles sont impliquées dans le processus de création. Voilà, on n'est pas un festival, par exemple, de documentaires qui viendrait donner à voir des situations de vie, des parcours de vie, et où les personnes seraient sujets de quelque chose. Là, l'idée, c'est que vraiment, à travers ces projets, elles accèdent à une pratique artistique, elles rentrent dans une démarche de création. Et donc, on va regarder quelle est leur place dans le processus de création, à quels endroits elles sont impliquées, même si parfois certaines peuvent être impliquées plutôt sur scène et d'autres plutôt, on va dire, dans les coulisses. Mais l'important, c'est que on va pas accueillir des projets où finalement les artistes viennent nous raconter quelque chose qu'ils auraient vécu avec des personnes dans une structure sociale. Là, l'idée, c'est vraiment que les personnes soient présentes pour présenter leur projet, qu'elles soient sur scène ou qu'elles soient, si c'est une expo, en tout cas qu'elles viennent accueillir du public pour raconter leur expérience et qu'elles aient participé au processus de création. Donc ça nous permet de prévoir à peu près 90-95% de la programmation. Et parallèlement, on passe des commandes à des artistes, en général à peu près 5 par édition, qui sont des commandes de projets aussi euh, entrecroisés avec des structures sociales. Et là, c'est nous qui sommes à l'initiative, donc ce ne sont pas ni les artistes ni les structures sociales. Ça nous permet, par exemple, d'explorer des thématiques ou des disciplines artistiques vers lesquelles les associations n'iraient pas forcément. Je peux prendre l'exemple du corps et de la danse. On avait très peu de projets qui venaient de traiter de la question du corps parce que c'est pas forcément le premier sujet le plus facile à aborder. Et donc, nous, volontairement, on a réfléchi à un projet qui permettrait de venir questionner le rapport au corps avec ces personnes, avec des artistes. Donc, ça nous permet comme ça d'explorer de nouvelles disciplines qui sont peu présentes. Ça nous permet aussi d'organiser des temps forts pendant le festival, de faire des temps qui permettent une jauge assez importante, de faire un temps de rassemblement. Donc, par exemple, euh, à chaque fois, le samedi soir, il y a une grosse soirée qui permet de réunir plus de 1000 personnes. Et donc ça, c'est des projets qu'on initie parce qu'une asso seule ne pourrait pas forcément porter un projet d'une si grande envergure. Et peut-être pour donner quelques exemples de projets qu'on a pu commander comme ça à des artistes, pour l'édition 2024, on a fait appel à un metteur en scène qui s'appelle Didier Ruiz, la Compagnie des Hommes, qui a monté un grand bazar des savoirs. Et là, l'idée, c'était de se dire finalement, on a tous en nous
des savoirs qui sont pas forcément des savoirs reconnus, identifiés parce qu'on serait chercheur ou qu'on serait professionnel du sujet, mais ça peut être aussi des choses qu'on a développées de manière autodidacte. Donc moi, je peux être par exemple spécialiste de la pêche à la mouche et l'idée, c'est que je vais venir vous en parler pendant 5 minutes. Et vous allez découvrir peut-être que vous étiez jamais intéressé à la pêche à la mouche, mais qu'en fait, c'est passionnant parce que tout d'un coup, c'est une personne passionnée qui vous en parle. Et donc, c'est un projet où on a fait appel à passionnés, aussi bien dans les réseaux de la Fondation, au sein des associations, et aussi auprès des habitants de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour le public qui vient fréquenter ce grand bazar des savoirs et qui vient découvrir toutes ces passions, ben, il ne peut pas savoir à qui il a affaire, à la fois si la personne est issue d'une association ou si elle est un simple individu qui s'est inscrit et qui est habitant d'Avignon. Et par ailleurs, il ne sait pas non plus quelle est sa passion, donc il ne peut pas se dire je vais à tout prix savoir quelque chose sur le plancton. Non, et il va tomber par hasard sur quelqu'un qui va lui parler des masques mexicains et tout d'un coup il va s'y intéresser. Donc on essaye à chaque fois d'inventer des formats aussi de propositions artistiques qui changent un peu peut-être des rapports classiques, scène-salle, avec peut-être quelque chose qui pourrait être aussi assez intimidant, puisque là c'était une déambulation dans des petites alcôves où on venait rencontrer son passionné. Donc c'est des formats qui permettent aussi d'autres possibilités de rencontres et d'échanges. Et puis, de partir aussi de ce que sont les personnes, de ce qu'elles ont en elles, et pas forcément se dire qu'on va apprendre un texte de théâtre qui dure 1h30 et qu'il va falloir tout apprendre par cœur. Donc, essayer d'aller chercher des formats artistiques qui permettent aussi cette rencontre euh, avec ces personnes sans les mettre en fragilité. Il y a un autre exemple de projet pour vous montrer il y a des modalités d'implication assez différentes. En 2022, on a monté un projet avec la collection Lambert, donc un centre d'art qui est à Avignon, et un artiste qui s'appelle Mohamed El Khatib. Et ce projet s'est appelé Notre musée. Et les participants, donc les personnes issues des associations, étaient co-commissaires de cette exposition avec les équipes de la collection Lambert, avec Mohamed El Khatib. Et ils ont décidé de faire entrer au musée des objets intimes et de les mettre en dialogue avec les œuvres de la collection Lambert. En se disant finalement, qu'est-ce qui a sa place dans un musée? Qu'est-ce qui donne de la valeur aux choses? Finalement, telles œuvres d'art, elles ont énormément de valeur, mais est-ce que ça n'a pas autant de valeur que ce petit ouvre-boîte pour lequel j'ai une histoire avec lequel j'ai une histoire très intime et que j'ai envie de vous raconter? Et donc là, les personnes se sont plongées dans les œuvres de la collection, ont aussi identifié de quoi elles avaient envie de parler, de leurs objets, de quels objets elles avaient envie de parler. Et donc, elles ont eu ce rôle plutôt de conception du propos de l'exposition. Et donc, elles étaient participantes, mais plutôt du côté voilà, du commissariat et pas directement en tant qu'artiste qui fabriquerait quelque chose. Donc, on a des modalités d'implication à la fois dans les créations. Mais ce qui nous semble aussi intéressant, c'est de voir comment est-ce que toutes les personnes peuvent être impliquées à différents endroits aussi du festival, de notre organisation. Donc, on a des possibilités, par exemple, d'être bénévole. Donc, des habitants peuvent être bénévoles, des personnes accueillies dans des associations peuvent être bénévoles. Nous, des salariés de nos organisations viennent donner la main pendant le festival et donc sont là en tant que volontaires aussi. Et donc, ils sont là sur des missions d'accueil du public, d'aide technique, etc. Mais il y a aussi d'autres missions qu'on propose. Par exemple, toute la communication du festival, elle est faite dans le cadre d'ateliers entre des graphistes et des personnes accueillies dans les associations pour imaginer des dessins, des slogans qui viendraient inviter le public à ce festival. Donc la ville est tapissée d'affiches qui sont finalement toutes assez différentes puisque c'est chaque personne dans les ateliers qui aura envie de dire quelque chose au monde, dire quelque chose aux habitants d'Avignon pour les inviter à venir. Donc toute la communication, le programme par exemple, utilise toutes ces matières, dessins, slogans, pour communiquer sur le projet. Voilà, on rédige aussi pendant le festival ce qu'on appelle le billet, qui est une sorte de journal euh, quotidien en fait du festival. Donc c'est un peu une gageure de sortir ce journal, puisqu'on l'édite en direct à Avignon.
Et donc là, c'est pareil, c'est un groupe de participants bénévoles qui peuvent être pareil, des personnes accompagnées dans les associations, des habitants d'Avignon, et qui vont interviewer, vont glaner des infos pendant la journée et du coup nous racontent un peu l'écho du festival dans ce billet. Et tous les dessins qui illustrent ce journal sont aussi des dessins qui sont issus de ces ateliers avec les graphistes. Donc voilà, les personnes, elles peuvent être impliquées dans la communication. Elles peuvent être aussi impliquées dans certaines de nos commissions. Par exemple, on a une commission ancrage local qui travaille au lien avec les associations sur Avignon. Donc là, il y a des bénévoles qui sont aussi impliqués. On a une commission accueil pour l'accueil du public et des groupes. Et là aussi, il y a des associations qui réfléchissent avec nous pour imaginer qu'est-ce que c'est que l'accueil, qu'est-ce que c'est que l'hospitalité et donc comment on va s'y prendre pendant le festival. On a aussi une commission recherche qui réunit des chercheurs, des personnes issues des associations et des membres de nos équipes, aussi des bénévoles, et qui, au long cours, analysent les effets de ce projet. Euh, et finalement, ce qui est intéressant, c'est on peut être multi-rôle. C'est-à-dire, pendant le festival, on peut venir comme il y a aussi beaucoup de projets interactifs, on peut venir, tout d'un coup, on va se retrouver avec une trompette dans les mains alors qu'on n'a jamais fait de trompette et on va se retrouver sur scène pour la clôture parce que c'était ouvert à n'importe qui et que donc on peut participer sans avoir jamais joué de trompette à ce moment musical. Mais on peut être spectateur, mais on peut aussi être bénévole. On peut aussi s'occuper donc de la communication, du journal, etc. Et le fait de changer de rôle comme ça, en fait, on a le sentiment que c'est ça qui nous aide aussi à sortir des assignations, c'est-à-dire que, en fait, d'être multi-étiquette nous fait nous rencontrer autrement tout le temps pendant le festival. C'est-à-dire, même en tant que spectateur, finalement, on ne vient pas en tant que consommateur, on ne vient pas juste se poser sur une chaise et regarder ce qui se passe, on est forcément à un moment donné embarqué pour être acteur de ce festival. Et au même titre que les personnes qui sont accueillies dans les associations, au même titre que d'autres bénévoles. Et pour nous, ça crée des espaces de rencontres qui sont assez inédits et qui nous semblent vraiment intéressants dans la dimension citoyenne, dans la dimension de rencontre que permet ce festival. Ce que j'ai pas cité aussi, c'est que parmi les bénévoles d'Avignon, on a proposé aussi des rôles un peu particuliers. Certains, on les nomme anges gardiens, donc il n'y a pas de connotation religieuse. C'est simplement pour se dire qu'ils sont des hôtes pour accueillir des groupes d'associations qui viennent et qui connaissent pas la ville et pour qui c'est un enjeu de savoir s'orienter, de repérer où manger, etc. On a aussi des bénévoles avignonnais qui sont hébergeurs citoyens et qui accueillent et qui hébergent certains groupes. Donc, c'est des nouveaux rôles qu'on a imaginés l'année dernière et on est tout le temps en train de se demander comment multiplier les possibilités de rencontres entre la population avignonnaise et les personnes. Et donc, ça, ce sont des exemples, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout le temps au travail pour nous de se dire comment on réinvente un peu la rencontre entre les personnes pour aider à ce changement de regard. Et ça passe par le média artistique, bien sûr, mais ça passe aussi par tout ce qui est les espaces de rencontre et de convivialité qu'on permet ou qu'on tente d'organiser pendant le festival. Vous dire aussi que le projet, là j'ai beaucoup parlé du temps fort festival, mais finalement ça reste quand même un projet qui est sur un cycle de 2 ans avec une démarche au long cours à l'année, puisque les associations, quand elles montent leur projet, elles le montent sur 2 ans, 1 an, 6 mois, et les artistes interviennent au long cours auprès d'eux, avec eux. Et donc souvent, on a tendance à voir que la petite lorgnette de ce temps fort de 3 jours, mais en fait, pour les personnes, c'est vraiment une aventure dans la durée. Et, et pour ça, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une politique publique qui se crée pour accompagner ces projets. Voilà, pour ceux qui viennent plus du secteur de la santé, vous devez savoir qu'il y a une convention interministérielle qui existe entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé qui permet des appels à projets au sein des DRAC pour financer ce type d'action. Et en fait, dans le champ de la grande précarité, on n'est pas forcément éligible à ces appels à projets. On n'est pas forcément éligible aux autres appels à projets qui sont dédiés à la justice, qui sont dédiés à la politique de la ville. Et donc, il y a une sorte de trou dans la raquette. Donc, notre travail, c'est aussi d'aller faire du plaidoyer auprès des différents ministères pour
faire reconnaître cet enjeu pour les personnes en grande précarité, cet enjeu d'accès à la pratique artistique, et imaginer une politique publique qui permettrait d'accompagner davantage ces projets. Donc voilà, on a aussi un volet plaidoyer politique dans le projet. Et je vais peut-être laisser la parole Peut-être qu'on peut à... mettre le film pour Ah illustrer oui, un petit peu Oui, Pour vous mettre dans l'ambiance. on va présenter quelques images avant de poursuivre. Merci beaucoup, Sybille. En t'entendant, je mesure à quel point c'est ça qui est tout l'intérêt, hein, c'est de créer des connexions, voilà, et entre nos différents projets. On reprendra après le film. Je kiffe le festival parce que tout le monde est artiste pendant 3 jours. Celles et ceux qui sont réunis ici savent qu'une autre société est possible. Une société où le respect de l'autre et des différences sont centrales. Une société où l'écoute des trajectoires de vie, qui sont chacune aussi riches qu'uniques, sont au cœur de la relation. Une société qui pense que la différence n'est pas le problème, mais la solution. Magnifique. Les gens ont apprécié, ils ont plein pleuré. C'est magnifique. Ça fait du lien entre des mondes qui s'ignorent, le monde de la pauvreté, le monde de l'exclusion et le monde de la population qui a eu un peu plus de chance. Merci. C'est très parlant, effectivement, en images. Magali, tu veux poursuivre? Moi, j'avais juste envie de dire à quel point on voit qu'effectivement, là, ce qui est très agissant dans cette expérience, c'est que finalement, la société civile se met en ordre de marche collectivement pour transformer les règles de l'hospitalité et effectivement transformer l'espace public entier en espace d'hospitalité pour toutes et tous en luttant effectivement contre l'exclusion et la question de ne pas savoir. Moi, j'ai eu la chance aussi d'assister au Grand Bazar des Savoirs dans le cloître des Célestins à Avignon, bon, qui en plus est un lieu emblématique du Festival d'Avignon. Donc on a en fait une totale inversion en fait aussi des espaces, de rapport à comment on investit, comment on habite ensemble dans ces espaces, et sans savoir effectivement, en rencontrant des passionnés et peu importe, et en étant, ne sachant pas en fait, voilà, qui effectivement les parcours en rencontrant des passionnés à partir de ce qu'ils et elles sont, et que c'est assez bouleversant de voir bah, une transformation littérale en fait, hein, voilà, de comment on vit les espaces à partir du moment où collectivement il y a eu un effort de réflexion et un investissement sur la manière voilà, d'habiter collectivement ces espaces-là.
Mais on poursuit. Oui, C'était non, Élise ou je Magali? vais, je Ouais. vais, effectivement, pour parler un peu je vais faire le contrôle qualité de ce festival, parler des points forts, de ce qui opère bien et puis nos limites, puisqu'on en a évidemment. Sur les points forts, c'est un peu des redites de ce qu'a déjà dit Sybille, parce que mine de rien, quand on présente le projet comme l'a fait Sybille, c'est difficile, comme on est aussi tous portés par le projet, de ne pas appuyer sur ce qui fonctionne bien, et il y en a déjà pas mal. Ce que disait aussi déjà Sybille sur le travail au long cours qui est effectué au sein des associations, c'est hyper important et on le ressent vraiment de par les échanges qu'on a avec les associations. Le fait que ce soit pas juste un projet qui leur prend quelques semaines, mais que ce soit vraiment un travail à l'année, pour eux, c'est très important et je pense notamment aux travailleurs sociaux qui sont essentiels et qui sont vraiment le maillon essentiel de la mise en place des projets. Pour donner un exemple, là récemment, moi j'ai visité pour la première fois une pension de famille. On a rencontré les habitants, on a mangé avec eux, et puis voilà, à la fin, très naturellement, certains d'entre eux se sont mis dehors à une table, puis ils ont commencé à répéter un des projets qui travaillent déjà pour l'édition 2026, et sans que rien ne soit sollicité de la part des travailleurs sociaux, c'était vraiment très spontané. Ils se sont dit, bah, tiens, on va se mettre à table et puis on va bosser. Et voilà, ça, c'est un petit exemple de ce qui peut être, enfin, qui est pour nous essentiel du travail au long cours, que ce soit pas que les structures participantes se disent pas, bon, je travaille intensément 3 mois et puis bah, après on revient à notre quotidien des lieux qui sont, bah, c'est un quotidien souvent quand même difficile, hein. On est sur des problématiques de personnes à la rue. Là, voilà, ça leur fait un pas de côté au long cours qui est essentiel et que nous, on aime valoriser. Et ça permet aussi, par ailleurs, de travailler sur des projets de qualité. C'est-à-dire que nous, dans tout ce qu'on reçoit, on est obligé d'opérer une petite sélection. Mais néanmoins, je pense qu'au fil des ans, alors moi, je n'ai pas le recul des années, mais plus les années avancent et plus les projets proposés sont qualitatifs. Là, c'est ce qui nous est beaucoup. C'est les retours qu'on a eu énormément, notamment sur les expositions. Cette année, il y avait beaucoup d'expositions proposées. Et voilà, ça monte en qualité et ça, on le sent et on oublie et ça fait plaisir. Ça veut dire que ce qui est mis en œuvre depuis des années fonctionne. Autre point fort pour nous, effectivement, c'est ce que tu disais à l'instant, Jasmine, il y a une vraie mixité du public. La mixité du public, je pense que c'est un sujet central dans énormément de lieux culturels, de festivals. C'est un peu un fantasme pour tout le monde. Moi, sincèrement, c'était ma première édition l'année dernière et j'avais jamais vu un tel public. C'est ce que tu disais. En fait, un de nos confrères du village appelle C'est pas du luxe. Il l'a défini comme une belle utopie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que sur un temps, certes donné, hein, on est sur 3 jours, on vit l'utopie totale d'une société où tout le monde se mélange, où ça fonctionne, où chacun prend part et où il n'y a plus cette stigmatisation qui est inhérente à la vie en société, en fait. Et ça, c'est assez unique. Et en tout cas, à titre personnel et pour avoir travaillé dans divers lieux culturels, j'ai connu ça nulle part ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, on peut s'en féliciter, même s'il reste encore à construire des choses. Notamment ce que disait Sybille, le fait qu'on soit contraint pour des raisons de mobilité de rester dans l'intramuros. Ça fait aussi qu'une des limites, c'est qu'on n'arrive pas forcément à attirer le public, notamment des quartiers, de certains quartiers d'Avignon, sauf quand même le samedi soir où on organise toujours une grande fête qui est à la Fabrica, et où là, typiquement, l'édition précédente, on a réussi à amener des gens des quartiers alentours qui venaient spécifiquement pour cette soirée, donc on a eu pas mal de familles notamment. Mais voilà, cette mixité, elle est très importante pour nous et en tout cas, elle fonctionne jusqu'à présent. Je ne vais pas répéter sur ce que disait déjà Sybille aussi sur effectivement le changement de rôle, mais c'est aussi vraiment quelque chose qu'on sent. Chacun prend une place différente de celle qui lui est assignée à l'année. Par exemple, que ce soit dans la Garance ou à la fondation dont on est salarié, bah voilà, chacun prend son week-end pour venir tenir un rôle qu'il n'a pas en temps normal dans sa vie professionnelle. Ça va être gardienner un lieu, ça va être faire de la médiation avec le public. Et ça enrichit tout le monde et on le sent. Enfin, en fait, toutes les équipes, je pense, ressortent de ce festival extrêmement boostées par ce moment différent qui casse aussi un peu leur routine par ailleurs. Euh, ce qui fonctionne bien aussi, bah, évidemment, c'est la communication dont on parlait. Qui est faite par les participants et qui interpelle tout de suite. On a une communication, on vous montrera quelques photos après des lieux, mais c'est vrai que
On fait appel donc à une équipe de graphistes depuis quelques années, qui nous propose une communication extrêmement flashy, colorée, joyeuse. Et voilà, ça décore. En plus, il y a des modalités qui sont faites pour que ce soit pas uniquement de l'affichage. On se retrouve sur le petit train de la ville, on se retrouve entouré des pots de fleurs. Enfin, voilà, on essaie de faire des choses un peu vivantes comme ça. Et ça interpelle tout de suite. Et ça fait partie des retours très positifs qu'on a sur le festival. C'est vraiment, les gens se réjouissent de ce moment, et ça amène un peu de joie aussi. Ça décore aussi la ville, hein. On n'a pas vocation à redécorer la ville complètement, mais ça fonctionne bien en tout cas. Voilà pour ce qu'on ressent des points opérants. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, Magali, si tu veux. Magali, bah oui, Magali, Oui. donc administratrice de la Garance, Voilà. Salle nationale de Cavaillon. Vous êtes une structure fondatrice Oui. de À CEPADLUX. l'origine du projet, oui. Qu'est-ce que ça transforme? Alors, tu vas nous présenter, Ouais. voilà, j'anticipe avec une question que tu peux garder pour Mhm. après, qui est qu'est-ce que ça transforme au sein d'une scène nationale de porter un festival comme CEPADLUX? Mais C'est exactement ce que je voulais expliquer. En fait, alors déjà, on répond à notre mission première qui sont les droits culturels, c'est-à-dire permettre à toute personne d'accéder ou à voir des spectacles ou des expositions, mais aussi à une pratique. Et pour nous, c'est fondateur de répondre à ça. C'est ce qu'on fait au quotidien. On le fait de manière un peu XXL sur ce festival. Et ça permet aussi à nos équipes de changer le regard. On parle de changer le regard des habitants et des personnes, mais changer aussi le regard de nous, professionnels, sur la précarité, parce que dans une équipe, nous, on est 15 permanents, on a 3 4 personnes qui travaillent sur la médiation, mais là, c'est toute l'équipe qui est impliquée, donc le regard de la comptable, le regard de la personne qui est en billetterie, le regard des techniciens aussi, les techniciens qui ont l'habitude de travailler toujours avec des professionnels, d'autres techniciens professionnels et des gens en plateau, tous professionnels. Là, c'est apprendre à travailler aussi avec des amateurs, apprendre à travailler différemment. Et nous, on a fait aussi le choix de jouer un autre rôle aussi pendant le festival. Donc, des personnes de l'équipe ont choisi de s'impliquer à un autre endroit que leur quotidien. Par exemple, un médiateur, lui, va se charger de tout ce qui est relation avec l'accueil et tout ce qui est autour de organiser la venue des food trucks, les liens avec les restaurants avignonnais qui vont proposer une formule pour les festivaliers. Voilà, comment on crée du lien, mais différemment. Donc, chaque personne de l'équipe, en fait, va jouer un rôle un petit peu différent et dans la préparation et pendant le festival. Et ça décale le regard, ça remotive aussi de sortir de la routine. On est une structure en tant que scène nationale hyper huilée. On accueille des spectacles toutes les semaines, on sait très bien faire. Et là, on va se retrouver sur un festival, donc c'est une autre dynamique, avec beaucoup d'amateurs au plateau, sur un autre territoire. Et à grosse échelle, hein, on accueille 17 000 spectateurs en 3 jours, donc ça permet d'être dans un autre fonctionnement, un peu plus roots que ce qu'on a au quotidien, et ça redonne envie aussi, et ça redonne un peu de sens à ce qu'on fait. Et, euh, et on a un grand soin à préparer cette soirée du samedi qui est à la Fabrica. À chaque fois qu'on repense les éditions, on se repose la question, mais en fait, c'est le moment du festival où on est 1200 personnes à un instant T, au même endroit, au même moment, et euh, tous enfin, bénéficiaires ou personnes accueillies, salariés des structures ou Avignonnais, et tout le monde est au même endroit sans différenciation, sans aucun prix d'entrée, il n'y a aucune marque des uns des autres, et c'est un moment festif et joyeux qui compte beaucoup, beaucoup pour le festival. On veut pas que ce soit que ça, ce festival, mais en tout cas, ce moment est intense et important pour tout le monde. Et ce qui compte aussi pour nous, c'est croiser nos regards avec notre regard de cultureux, de personnes dans une structure labellisée, avec le regard déjà de l'équipe de C'est pas du luxe, qui a un autre regard que le nôtre, avec les gens qui travaillent à la fondation toute l'année et aussi qui ont un peu de recul par rapport aux structures, mais aussi avec les éducateurs, les encadrants des structures qui accompagnent au quotidien des personnes en précarité. Et voilà, c'est voir les choses différemment, ouvrir un peu son champ de vision pour, euh, pour sortir de son petit précaré. En termes d'accueil du public aussi, pour nous, c'est autre chose. On a l'habitude dans nos salles d'accueillir des gens euh, qui ont les codes,
qui ont pré-réservé une place, l'ont acheté, arrivent, savent comment ça se passe, savent qu'on n'utilise pas son téléphone pendant un spectacle, savent qu'on ne sort pas pour aller faire pipi puis revenir. On a cette habitude-là. Et en fait, au festival, quand on accueille dans les salles, la moitié du public n'a pas ces codes et on est là aussi pour les accompagner. On est là aussi pour faire preuve de plus de tolérance que ce qu'on peut faire dans nos salles. Et, euh, et c'est enrichissant et ça nous repose aussi un peu aux fondations de pourquoi on fait ce métier et quel est notre rôle d'accompagnement des nouveaux publics et de pas toujours penser aux gens qui viennent, qui lisent Télérama et qui sont plutôt cultivés d'un point de vue pratique artistique. Et voilà, ça nous permet de voir les choses différemment. Et en tout cas, nous en tant qu'équipe, mais je pense que c'est vrai pour le village, c'est vrai pour la fondation. C'est vraiment un moment à part et en plus c'est en septembre et ça nous rebooste à chaque fois pour une année à venir, une saison. Ça nous redonne un élan et une vraie raison de faire nos métiers. Super, merci beaucoup. Effectivement, moi j'ai envie de rebondir. On va passer à un échange hein, avec vous. Si alors, il continue à approfondir la présentation à travers la discussion avec vous, avec celles et ceux qui souhaitent euh, rebondir ou poser des questions. Mais en tout cas, moi, ce que je peux aussi tout de suite noter, même si voilà, je connais le projet, mais c'est toujours aussi intéressant voilà, de l'entendre de manière détaillée. Encore une fois, ce webinaire, c'est plus un atelier ouvert, hein, comme on disait tout à l'heure. Voilà, on a un atelier de partage de pratiques, en fait, hein, dans le fond. Et ce qui fait le lien avec la manière dont on petit à petit fédère ce réseau, c'est effectivement cette question non seulement de l'imbrication entre la création artistique et différentes formes de soins, mais aussi cette question des compétences multiples. Et là, c'est vrai que c'est ce qui ressort très fort dans la force, en fait, vraiment du projet C'est pas du luxe, ce sont ces compétences multiples entre les compétences de l'accompagnement, de la production, de l'accueil des publics, les compétences voilà, qui sont celles du spectacle vivant professionnel et de l'accompagnement de personnes en grande précarité, avec vraiment ce pot commun de connaissances qui caractérise aussi beaucoup dans le champ voilà, de la santé mentale et des pratiques alternatives et nouvelles hein, dans le champ du rétablissement en santé mentale, en fait. Mais c'est vrai que au-delà de ce secteur de la santé mentale et qui est voilà, que nous, on connaît un petit peu bien au 3 Bicef, en fait, à partir du moment où ça se déploie, en fait, cette question de l'interchangeabilité des places, aussi bien dans la société civile, mais aussi dans nos métiers, et en s'appuyant justement sur cette mise en commun de compétences multiples qui font intervenir celles de la création artistique, mais aussi celles du soin, du social, de l'attention, voilà, de manière professionnelle en déplaçant nos pratiques, en fait, c'est là où assez vite, en fait, on modifie les lignes, justement, de ce que tu disais, Élise, de ce qui, a priori, ne paraît comme pas changeable, ou en tout cas pas transformable, parce que là, on est dans le cadre d'une utopie. Mais en fait, il y a justement vraiment à garder, parce que cette transformation-là, elle s'opère de manière intense pendant le temps du festival, mais elle a lieu quand même toute l'année pendant le travail, en fait. C'est effectivement la force avec laquelle elle prend toute la place dans l'espace public qui fait que là, on est voilà, dans un cadre peut-être exceptionnel, mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'effectivement, on peut penser que, voilà, qu'on modifie les pratiques aussi durablement et structurellement avec des expériences comme celle-ci. Peut-être qu'on peut juste parler du troisième co-organisateur, qui Oui, n'est pas là aujourd'hui, ouais. mais ouais, qui est le Ouais. village, donc qui est une association qui a une trentaine d'années maintenant, et qui a un lieu à Cavaillon au départ, qui a une pension de famille, qui a aussi des chantiers d'insertion, notamment en maraîchage, en fabrication de briques de terre sèche. Ils ont aussi un atelier bois et ferronnerie. Donc voilà, des chantiers d'insertion, une pension de famille. Ils ont créé des accueils de jour à Cavaillon et à l'Île-sur-la-Sorgue. Et ils ont aussi créé sur Avignon un restaurant d'insertion avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc pour des jeunes en insertion euh, sont accueillis là, ont un contrat de travail dans ce cadre, soit en service, soit en cuisine. Et un dernier projet qui est une ferme pour faire de l'accueil de fin de peine de prison. Donc voilà, c'est une structure
Cette troisième structure, elle est vraiment au quotidien c'est une association d'accueil et d'accompagnement. Et donc, elle est complémentaire de la fondation qui gère plutôt un réseau et de la Garance qui est sur l'aspect artistique et culturel. Voilà, c'est notre troisième partenaire. Et un dernier mot sur la ville d'Avignon aussi. Et, c'est vrai qu'on a été ballotté entre la ville du Thor sur deux éditions, la ville d'Apt. Et après, quand on est arrivé à Avignon, on a senti aussi une volonté politique d'accueillir cet autre festival qui est différent de ce qu'ils reçoivent, que tout le monde connaît l'été. Et c'est aussi un quatrième pied qui est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut que la ville politiquement ait envie de cet accueil, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et donc on sait qu'il nous aide beaucoup en termes aussi de logistique et d'ouverture de lieux. Et ça marche parce qu'il y a cette volonté. Donc, on tend le dos à enfin, à chaque élection municipale parce que ça ne tient que pour ça. Et après, on a un dernier co-organisateur qui est rentré un petit peu après dans la partie, qui est Emmaüs, Emmaüs France. Oui, c'est vrai que la question du rapport à la ville, enfin, il y a aussi énormément de propositions en espace public. Donc la question du soutien, du partenariat étroit et de l'accompagnement de la ville est essentielle. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans l'historique de voir que voilà, les craintes que ça a pu susciter au début dans la genèse du festival. C'est l'accueil par la ville et c'est aussi l'accueil par tous les acteurs, tous les opérateurs qui sont situés à Avignon. Il y a énormément d'opérateurs culturels qui nous ouvrent aussi leurs portes pour accueillir une partie de notre programmation. Je pense au Théâtre des Halles, aux Hivernales, etc. Et on est extrêmement bien accueillis. C'est-à-dire que, enfin, avec les expériences vécues précédemment dans d'autres villes, on n'imaginait pas à quel point ce projet allait être voilà, aussi bien accueilli. Et maintenant, on est au stade où on imagine des projets avec ces lieux. Ils sont plus simplement structures d'accueil d'une programmation qu'on imagine qu'on proposerait nous, mais on monte avec eux des projets. C'est ce qu'on a fait l'année dernière avec la Maison Jean Villard, par exemple. Ce qu'on fera peut-être bientôt avec le Festival d'Avignon, etc. Donc, c'est aussi une sorte de laboratoire de collaboration vraiment très étroite avec les lieux culturels sur Avignon, parce qu'on sait aussi que ça peut être parfois un frein. Enfin, du coup, là, on vous a partagé plutôt nos points qu'on imaginait être nos points forts, mais on a aussi toute une liste de points qui sont nos Bah oui, limites. oui, c'est intéressant Ouais. toujours. Bah, encore une fois, dans ce principe d'atelier ouvert, en ultra-bienveillance, évidemment, c'est aussi l'idée, c'est de voir, et c'est toute l'idée d'avancer ensemble dans la construction de ce réseau Action Citoyenneté, c'est aussi de voir à partir de quand c'est plus opérant, de quoi on a besoin. On en a effectivement beaucoup parlé de ces questions de politique interministérielle qui sont aussi à l'image justement des enjeux communs qu'on essaye voilà, de porter ensemble et qui doivent, si on veut continuer à y pérenniser, effectivement, se traduire aussi par des politiques interministérielles. Et c'est vrai que ce vide dont tu parles sur la question de la lutte contre l'exclusion et de la grande précarité dans le lien justement voilà, à des projets structurels, là, quelque part, voilà, c'est pas du luxe, ouvre la voie et effectivement pose une pierre dans voilà, ce qui est opérant en fait et ce qui peut se démultiplier s'il y a un accompagnement des politiques publiques. Et voilà, dans les limites un peu qu'on a identifiées, enfin, je peux aller si tu veux. Justement, il y avait aussi comment on peut collaborer avec le secteur culturel. C'est vrai que du fait qu'il n'y ait pas de politique publique, les lieux culturels ont tendance à aller se diriger vers là où les appels à projets existent. Donc, quand on va toquer à leur porte, ils me disent, ah oui, mais moi, je fais déjà un projet avec des scolaires, je fais déjà un projet avec des détenus, je fais déjà un projet avec un hôpital, donc c'est super. Mais du coup, il reste plus beaucoup de place pour monter des projets avec les associations avec lesquelles on travaille. Donc, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, cet enjeu d'appel à projet dédié. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi un peu d'appréhension sur la qualité de ces projets, le fait que ça mêle des artistes professionnels et des amateurs. Et voilà, on doit encore beaucoup convaincre de l'importance et de la qualité de ce qu'on peut proposer pour embarquer de plus en plus de lieux, de lieux culturels parce que sur le terrain, les associations, pour monter des projets, souvent, elles ne savent pas auprès de qui se tourner. Elles ne connaissent pas forcément les réseaux de lieux culturels, les réseaux d'artistes. Et donc, si les lieux culturels avaient cette possibilité d'aller vers ces acteurs sociaux, ça faciliterait grandement en fait le montage de projets.
Donc c'est vrai que dans le travail qu'on fait aussi, on fait un important, on fait beaucoup de connexions en fait, on essaie de faire des connexions entre des lieux culturels un peu partout sur le territoire avec des associations qui nous demandent comment monter un projet, auprès de qui je peux me tourner, etc. Donc il y a aussi ce travail d'accompagnement des associations qui est très important. Enfin, parmi les limites aussi qu'on rencontre, toujours en termes de se faire connaître et reconnaître, on est un peu contraint au niveau de la reconnaissance médiatique, même si pareil, ça progresse au fil des ans, mais comme on est un peu sur deux secteurs, on va dire le secteur culturel, le secteur social, et que beaucoup de journalistes notamment ont besoin un peu d'avoir des étiquettes, c'est assez difficile pour nous de réussir à les attirer dans nos filets et à faire connaître la démarche. Bon, déjà, on est à Avignon, il y a aussi une réalité que beaucoup de journalistes sont basés à Paris. Mais voilà, on sent que ça reste encore un peu timoré. Là, cette année, on était hyper contents parce qu'on a eu une pleine page dans Libération. Mais voilà, ça s'est aussi fait parce que la journaliste en question avait interviewé peu de temps avant une vidéaste qui était programmée cette année. Donc, voilà, ça a créé cette rencontre. Mais malgré tout, c'est vraiment un des aspects qu'on doit encore réussir à développer, à travailler, voilà, de faire connaître la démarche auprès du plus grand nombre et voilà, de ne pas se cantonner à un type de journaliste. Il y a aussi parfois un peu l'appréhension, voilà, de dire en fait c'est des amateurs. Les journalistes culturels n'ont pas forcément envie de parler de projets portés par des amateurs. Une des autres limites qu'on rencontre aussi, que rencontrent tous les festivals, c'est l'après. Mais nous, c'est particulièrement fort et difficilement ressenti, notamment par les accueillis des structures. C'est-à-dire que ça s'arrête d'un coup et que on n'a pas beaucoup Déjà, les projets qui sont programmés n'ont pas forcément d'autres lieux de programmation. Quelques-uns arrivent à avoir une autre date ou deux, mais c'est très rare. Et nous-mêmes, on essaie de développer de plus en plus ce qu'on appelle les rebonds, c'est-à-dire de pouvoir exister au-delà du temps fort avignonnais. Cette année, on a eu la possibilité d'exposer certains projets à Alès, à la scène nationale d'Alès. Une semaine après la fin du festival, il y a eu plusieurs projets qui ont été programmés, notamment la clôture de notre festival. Donc ça, c'était un moment chouette. Mais voilà, il y a eu une autre expo qui a été reprise aussi au CRAC de Sète, mais ça reste très limité. Et pour nous, c'est important aussi de pouvoir proposer davantage de rebonds un peu partout sur le territoire. Aussi parce que pour les structures, c'est hyper important d'avoir un après. Globalement, en gros, voilà, il y a toute cette excitation qui monte jusqu'au temps du festival, le temps du festival qui est très joyeux et très intense pour eux. Et puis, certains, ils retournent dans le squat. Voilà, et ça peut être vraiment psychologiquement assez violent. Et c'est pas ce qu'on souhaite non plus. C'est pas, on n'a pas envie de leur dire, voilà, vous êtes monté sur scène, maintenant vous rentrez dans votre galère. Donc ça, voilà, c'est une des limites qu'on a. On y travaille avec les difficultés qui sont les nôtres aussi. Euh, Après, je sais pas si tu veux qu'on alterne les deux. Ouais, et ce qui se passe là, ce qui est une crainte grandissante, c'est qu'avec la réduction des budgets des structures culturelles et sociales, mais en tout cas pour la partie où on a envie d'impliquer les structures culturelles, les baisses de budget, elles ne sont pas sur ce qu'on appelle les budgets liés à la diffusion, mais elles sont sur les budgets d'action culturelle. Et quand on organise un atelier, c'est ces budgets-là. Et c'est ce que les structures vont baisser en premier parce que c'est ce qui est le moins visible. En fait, qu'est-ce qui est le plus visible pour une structure culturelle? On ouvre la plaquette, on voit le nombre de spectacles qu'elle fait. Et ça, on a besoin de garder cette visibilité du grand public et de justifier de l'utilisation de nos moyens. Et en cas de baisse de moyens, c'est ces projets-là qui risquent d'être mis de côté en premier parce qu'ils sont beaucoup moins visibles et ils sont beaucoup moins, ils apportent moins d'images positives de la part du public ou des élus qui vont un peu vite. Nous, on sait à quel point c'est nécessaire et utile de faire ce travail sur la durée, mais j'ai bien peur qu'avec cette période de baisse globale des budgets de la culture, c'est ces premiers projets qui vont en pâtir.
Absolument, oui. Alors qu'on voit effectivement bien à quel point on le voit dans les projets eux-mêmes, on le voit dans la communication, avec la question de, voilà, de donner expression aux voix des personnes, des participants, des participantes, à quel point un projet comme C'est pas du luxe, et voilà, il pourrait être modélisé. Voilà, c'est ça qu'on défend aussi un peu au sein du réseau, dans cette forme aussi de plaidoyer qu'on peut défendre collectivement, c'est comment modéliser en fait des expériences qui sont aussi fortes, qui sont pas uniquement des expériences qui soutiennent des pratiques artistiques socialement engagées. De fait, elles le sont, mais qui entrecroisent véritablement et qui luttent contre ce qu'on appelle l'injustice épistémique. Effectivement, ce concept théorisé par Miranda Fricker, qui est voilà, l'injustice épistémique, c'est ça en fait, c'est quand une expérience de vie n'est pas audible. Voilà, donc ça se traduit par mille manières dans l'espace social, mais quand une expérience de vie ne peut pas être audible, ou quand une personne ou un groupe social ne peut pas avoir accès aux ressources constitutives d'une identité culturelle ou d'identité culturelle au pluriel. Voilà, donc là, ces pratiques-là, ces pratiques qui sont littéralement le fait de co-créer ensemble, d'habiter ensemble un espace commun, d'avoir un espace pour toutes et tous dans l'expression artistique, il est profondément transformateur justement et voilà, et là on a un levier immédiat en fait sur cette lutte contre l'injustice épistémique. Je veux bien qu'on peut-être avant qu'on pose qu'on vous passe la parole, qu'on revienne un tout petit peu sur la communication parce que c'est vrai que c'est un projet en soi aussi et c'est assez fou de voir ça à l'œuvre pendant le festival, de voir cette implication, ce do it yourself aussi, mais avec aussi une très grande qualité dans la fabrication à la fois des écrits, des images, juste par curiosité, comment vous faites en fait? Il y a une équipe qui est, voilà, les ateliers d'écriture, comment vous On a un accueillez? service communication, 50 personnes. C'est ça. Comment Ça, c'est possible en fait de faire ça? Non, bah, la communication telle qu'elle est, enfin, donc effectivement, tout l'affichage, l'habillage en ville, etc., il est fait, ce qu'expliquait un peu Sylvie tout à l'heure, c'est le fruit d'ateliers, en fait. Donc, nous, on a un socle, effectivement, de graphistes. Ils sont plusieurs parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on en choisisse un. Enfin, voilà, Ok, c'est tout un, ils ne veulent pas se mettre en concurrence les uns les autres. Donc, c'est un petit collectif de graphistes. ok. Il y a des graphistes et des illustrateurs parmi eux. Et eux, en fait, mènent des ateliers quelques mois avant enfin un an même avant l'édition du festival, au sein de différentes structures, des accueils de jour et pensions de famille essentiellement. Et là, ils créent voilà, la matière dont parlait Sybille tout à l'heure, des slogans, des dessins. Et il y a aussi un fond d'affiches qui est travaillé, tu me dis si je me... Parce que moi, je n'ai pas vécu de l'avant encore, donc un fond d'affiches qui est travaillé en risographie, qui est une façon une sorte d'impression. Et voilà, à partir de là, une fois les ateliers réalisés, nous seront proposés une série de dessins. Et à partir de ces dessins issus des ateliers, on fait une sélection, nous, de ce que va devenir l'affiche. Et ensuite, tout est décliné, tous ces visuels-là sont déclinés au sein de nos supports de communication. Donc, ce soit là, on a un pré-programme qu'on lance avant l'été, qui annonce un peu les grands temps forts. Et ensuite, un programme vraiment complet avec tout ce qui est programmé, qui paraît juste avant le festival. Donc ça, c'est le gros de la communication papier. Après, bah, le billet dont on parlait tout à l'heure se resserre aussi des mêmes outils. Enfin, le billet, c'est quand même... moi, enfin, je l'ai découvert aussi là cette année. C'est quand même assez impressionnant parce qu'ils sont une toute petite équipe et c'est vraiment un vrai comité de rédaction. Ils se réunissent tous les jours. Ils pondent. On a l'imprimante RISO qui est déplacée sur place. Ils impriment vraiment. Enfin, c'est un vrai journal qui est mis en place en un temps record. Et c'est assez... voilà, en tout cas, c'est assez qualitatif. C'est accompagné par une journaliste qui pense un peu à l'avance les rubriques, etc. Et donc, ils sont souvent une petite quinzaine de bénévoles qui ont eu envie de s'inscrire pour participer à la rédaction de ce journal. Et donc, tous les matins, comité de rédaction, ils regardent les sujets qu'ils doivent couvrir dans la journée. Ils ont la deadline de rendu à 18h pour qu'ensuite les graphistes puissent intégrer les textes, tout mettre en page et imprimer ça sur la risographie à 23h minuit pour que ce soit le matin à 8h au point info du festival sur les différents lieux. Donc Et un challenge. c'est assez Ouais. beau de voir que
Ça a marché, on n'y croyait peut-être Mm. même pas nous-mêmes au début quand on l'a lancé, qu'on arriverait à avoir un journal quotidien. Mais il y a aussi une telle énergie, une telle envie en fait pendant le festival que les choses finalement opèrent au-delà de nous, quoi. Enfin, voilà, là, c'est assez beau aussi. Et je voulais rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant des ateliers avec les graphistes, c'est qu'il n'y a pas des feuilles de brouillon sur lesquelles on viendrait d'abord imaginer quelque chose et puis après on ferait la belle affiche et puis ce serait celle-là qui serait ensuite affichée. En fait, comme on disait, on imprime à l'avance tous les fonds d'affiches colorés. Donc ils arrivent dans les associations avec des milliards de feuilles colorées et en fait tout le monde dessine directement là-dessus et ça va directement créer des dessins, des affiches. Donc finalement, nos affiches, il y a bien sûr celles qu'on choisit, qui nous servent à communiquer quand on doit envoyer de l'info, etc. Mais dans la ville, on retrouve à la fois ces affiches qui sont un peu plus formatées avec les logos, etc. Mais on trouve aussi les dessins de tout le monde qui font eux-mêmes office d'affiches. Et c'est aussi un work in progress puisque pendant le festival, les festivaliers peuvent venir dessiner aussi leurs affiches et on continue l'affichage. Donc, c'est une sorte de process sans fin qui nous permet de venir aussi pouvoir prendre une parole pendant le festival. On peut décider d'aller, on a quelque chose à dire finalement, on peut aller dans cet atelier, marquer quelque chose et ça va être affiché. Donc, c'est aussi de se dire comment on regarde les choses en train de se faire. Et je trouve que ce travail de dessin et de slogan, il permet ça. Voilà. Donc, on est assez content aussi de réussir ce pari qui est pas non plus, enfin, c'est aussi une grosse organisation. Ben oui, oui, c'est Ouais. ça, ça se sent, ouais. Mm. Après, on travaille aussi avec des photographes sur le temps du festival et quand Ah je oui. disais que le festival s'arrête de manière un peu abrupte et que c'est difficile, on fait un petit clin d'œil quelques mois après le festival, on adresse à toutes les structures participantes et nos réseaux en général une série de portfolios voilà, qu'on voit là. Donc là, cette année, ça a pris la forme de cartes postales, voilà, des meilleurs moments, enfin des moments les plus significatifs et les plus photogéniques de l'édition passée, derrière lesquels il y a des témoignages en fait voilà, de tout type de participants. Et on réhabilite la carte postale qui est en perte de vitesse, mais on est sûr qu'elle va, grâce à nous, Se redéployer. On a aussi des photos, mais peut-être on s'adresse à vous. N'hésitez pas, qui aurait envie de soit poser une question pour approfondir, soit faire part d'une expérience qui pourrait être mise en perspective avec celle de C'est pas du luxe, que ce soit d'ailleurs, évidemment, il n'y a pas de projet qui ressemble à C'est pas du luxe, hein. On aime bien faire des focus sur des projets hors cadre, hors normes, c'est bien ça justement qui nous intéresse. Mais par contre, ce qui nous relie, là, voilà, sans savoir exactement qui est qui, on ne se connaît pas forcément, mais il y a cette question, voilà, du lien aussi entre création artistique et vulnérabilité autour d'enjeux de citoyenneté. On va dire que ça, c'est vraiment notre en commun sur nos préoccupations communes. Et effectivement, là, il y a quelque chose qui est absolument manifeste, c'est que, donc là, encore une fois, à l'échelle d'une ville, ce que je trouve extrêmement, vraiment unique, et pour l'instant, c'est cette modification. Enfin, quand on met au centre les vulnérabilités dans un travail commun, en fait, c'est toute une posture groupale, sociétale, collective, en fait, qui est modifiée et une forme d'éthos soignant, d'attention à l'autre qui s'active à l'échelle collective, à l'échelle de la société. Donc moi, je ne crois pas que ce soit utopique, cette question. Et du coup, voilà, j'ouvre ça comme une discussion possible, mais n'hésitez pas, il nous reste un bon quart d'heure. Donc on a pris un peu plus de temps, mais c'est très bien parce que c'est une expérience tellement riche, les lieux agissants de C'est pas du luxe que ça va du coup de prendre vraiment le temps. Qui a envie voilà, d'intervenir? Laurence, je sens que vous avez très envie d'intervenir, Laurence. Je voulais Ah, surtout voilà. exprimer, ouais, moi, une vraie reconnaissance pour ce partage parce que c'est tellement motivant de voir des projets pareils et ça donne tellement envie de pouvoir avancer plus. La question du rebond m'inquiétait fort. Donc, juste pour me présenter, je fais partie de Namur 2030. Namur est une ville qui candidate pour être capitale européenne de la culture en 2030 et on a décidé d'avoir pour toute une couche pour tous nos projets qui s'adressent au public
fragilisés. On n'arrive pas à se mettre d'accord d'ailleurs sur le terme adéquat. S'adresser à tous dans le sens pouvoir faire participer tout le monde à cette année culturelle. Et on a des structures qui sont déjà fort actives au sein de Namur, l'Intime Festival d'une part et un hôpital psychiatrique ici qui fait énormément d'activités. Mais ce qui me fait peur, c'est ce temps fort de 2030 et puis comme un flanc qui est plus rien derrière. Donc pouvoir vraiment construire en amont des projets qui perdurent, c'est vraiment une des questions qui me taraude. Et donc quand vous parlez de rebond et du temps fort du festival et de se dire l'après, comment on le vit quand on arrive à créer, parce qu'on a aussi cette même envie de créer du lien et que tous les publics se mixent, qu'à un moment donné, il n'y ait plus de différence, qu'il n'y ait pas les gens d'un côté et les autres de l'autre, que ce soit un ensemble et comment faire durer cette énergie-là. Et puis, il y avait la question de la communication. C'est pas évident. Nous, ici, on est confrontés, parce qu'on travaille avec des publics d'adolescents qui sont en hôpital psychiatrique, anorexique, etc. Et il y a deux tendances entre les artistes qui ont envie de travailler sur ces journaux qui sont faits pour les publier, pour se dire, voilà, j'existe à travers la création artistique et donc je publie. Et puis le corps, les médecins qui sont plutôt défavorables en disant ça peut être risqué qu'ils soient stigmatisés parce que du coup, s'ils font partie du projet, c'est qu'ils font partie de l'hôpital et ça peut leur nuire quelque part. Et donc voilà, je trouve que la question de la communication et du rebond sont deux questions pas forcément faciles à traiter quand on fait des projets socioculturels. Peut-être Voilà, je qu'on voulais partager ça. Mm. peut-être pas partagé, c'est que dans les projets artistiques, la plupart du temps, les travailleurs sociaux s'impliquent autant que les personnes Mm. qui sont accueillies, autant que Oui. les artistes. Et donc, quand on vient voir un spectacle ou une expo, on n'a aucun moyen de savoir qui est qui. Ça brouille les pistes d'une certaine manière et donc ça Mm. évite ce côté stigmatisant. Oui. Euh, et après, pour le partage aussi, on s'est posé énormément de questions de savoir comment on communique. Parce on a à la fois ce souci du plaidoyer, de dire c'est important de faire des projets avec ces personnes, donc il faut les nommer. Donc ces personnes qu'on va nommer grande précarité, fragiles, etc. Et en même Mhm. temps, on ne peut pas les stigmatiser. Donc j'ai Mais l'impression oui. que c'est un combat, enfin, c'est une tension plutôt permanente et Mhm. on se prend la tête à chaque fois qu'on écrit quelque chose pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté. Et pour vous dire Oui. aussi, on fait des erreurs. Hein. Donc, je sais plus, il y a quelques années, on organisait une rencontre pendant le Festival d'Avignon et on voulait être un peu provocateur parce qu'on sait que le public, c'est beaucoup des personnes du monde de la culture. Donc, on a mis le mot pauvre. On a dit la pratique artistique pour les pauvres, point d'interrogation. Et donc, il y avait des personnes, des associations qui venaient prendre la parole dedans. Et elles, quand elles ont lu ce titre, nous ont dit, mais il n'y a pas moyen que je vienne parler sous ce titre, en fait. Et en même Mhm. temps, nous, on avait aussi l'autre questionnement de l'autre côté qui était de se dire, oui, mais en même temps, il faut bien qu'on dise ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ça a une portée politique. Si on dit Mhm. que si on ne le dit pas, ça n'apporte pas cette portée politique. Donc, c'est un travail d'équilibriste Oui. qui est pas simple. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut juste dire qu'il faut continuer de chercher, peut-être. Mm. Oui, c'est ça. J'ai le sentiment de tourner en rond. On est là, public fragilisé, public empêché. Enfin, en même temps, il faut nommer les choses et en même temps, on ne veut pas créer de clivage. Donc, quelque part, on ne veut pas faire de distinction, mais il faut quand même savoir à qui on s'adresse et quel est l'objectif du projet et le communiquer. Donc, voilà. Je vois que la solution n'est pas forcément facile, plus pour vous qu'il faut travailler dessus. Mm. Il y a un mot qu'on aime peut-être un peu plus, c'est aussi de dire les personnes accompagnées. C'est-à-dire Mm. que voilà, c'est des personnes qui bénéficient d'un encadrement, d'un accompagnement. Et enfin, nous, dans nos milieux, c'est un terme qu'on aime bien utiliser, mieux que empêcher. OK. Ouais. Oui, c'est des questions qui sont permanentes, en fait. Hein. En fait, c'est vrai qu'on apprend beaucoup aussi au sein, bah, notamment voilà, des groupes citoyens, en échangeant, bah, comme vous le faites, hein, avec des personnes concernées et en travaillant, en fait, Mm. ensemble avec des personnes concernées, à la question de ne jamais définir une personne ou un groupe social sans
que ça a été travaillé en amont, en fait, cette question de la définition. Donc voilà, on peut aussi jouer sur la polysémie souvent du mot personne concernée. Voilà, on peut être concerné par une problématique de santé mentale, par une problématique d'exclusion, par une discrimination, par des discriminations. Voilà, en tout cas, la question de personnes en situation de vulnérabilité, là aussi, souvent, nous relie tous. Enfin, on peut en fait déployer de multiples manières en fait de contextualiser les termes qu'on emploie. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, nous, on n'utilisera jamais public empêché, et je pense que on est tous assez horrifiés par cette terminologie. Mm. Euh, voilà, qui est plus celle voilà, des logiques de dossier, pour le coup, voilà, qui correspond à rentrer dans des cases, en fait, hein, dans des cases de financement, etc. Mais effectivement, c'est plutôt une appellation sur laquelle on lutte activement, même si, effectivement, bien sûr, isoler, empêcher, enfin voilà, évidemment, quand on est en détention, on est évidemment voilà, empêché de sortir, c'est sûr. Mais voilà, il vaut mieux à la fois être précis sur ce qu'on peut dire et surtout être au travail sur cette question des autos, voilà, des définitions et faire agir en fait des principes d'autodétermination, c'est-à-dire de participer activement à la manière dont on se définit. Mm. Ce qui est, voilà, ce qui relie en fait, hein, dans le fond de, voilà, de travailler ça avec Ensemble. les Mm. personnes concernées. Mm. Et sur l'histoire du rebond, c'est aussi dire que Euh, au début de l'histoire de C'est pas du luxe, tous les groupes, toutes les assos qui présentaient des projets étaient retenus parce qu'au début, il n'y en avait pas tant que ça. Mais maintenant qu'on a lancé une dynamique et que ça se sait, qu'en plus, tous ceux qui ont fait une fois dans une structure, eh ben, ils ont vu ce que ça apportait à tous. Donc, ils recommencent souvent d'autres projets et on en arrive à un moment où on doit faire une sélection. Et donc, ce qu'on dit beaucoup maintenant au tout début, c'est de dire, faites un projet, présentez-le, mais on ne vous promet pas que nous, on pourra le diffuser parce qu'il y a un moment, il y a une sélection qui devra s'opérer. Et donc, au moment où vous allez le concevoir, prévoyez déjà comment vous allez pouvoir présenter votre expo, présenter votre spectacle dans votre ville ou avec une autre association amie qui peut être à 100 km de chez vous et que vous allez présenter votre projet chez eux et eux vont venir présenter leur projet chez vous. Mais maintenant, on l'inculque dès le début de la pensée du projet, de se dire, pensez-le pour que ce soit pas juste pour l'avenue à C'est pas du luxe, parce que enfin, il y a un petit risque que vous ne soyez pas programmé, mais aussi parce que quand ils ont autant travaillé pendant un an avec un artiste, qu'il y a eu tout un cheminement qui s'est fait, effectivement, que ce soit pas, on a travaillé pendant un an pour jouer une seule fois, ce qui est hyper frustrant pour tout le monde. Donc, voilà, c'est une notion qu'on met dès le début de la conception du projet. Imaginez comment elle est diffusée et imaginez la suite aussi. Intéressant. Ouais. Merci. Oui, Catherine, on vous écoute. Ah, on vous entend. Oui, si vous pouvez activer votre micro. Activez votre micro, là on ne vous entend pas. Juste un petit temps, Oui, c'est bon. voilà. Voilà. Donc, bonjour et merci. Est-ce que les... Est-ce que vous voulez bien, Catherine, vous présenter en un mot? Vous présentez aussi si... Catherine, Oh, plus parfait. personne en fin de compte, puisque dans le temps infirmière et maintenant, je me tourne les pouces, quoi. Voilà. Euh, Parfait. Encore une fois, on s'est libre, on se présente de manière libre, c'est très bien. voilà ce qui me vient à l'esprit là, tout de suite. Est-ce que les gens du Zen interviennent? Euh, Par exemple, Avignon, le dojo Zen, est-ce que la voix du Zen a été contactée? Non, pas du tout. Pas encore, on n'a pas de lien avec Non, avec ces les gens-là. ouais, on est D'accord. vraiment très en lien avec le tissu associatif de l'accompagnement social et culturel, mais on n'a Oui, pas trop de lien avec d'autres tissus associatifs. d'accord. Je pensais, enfin, c'est tellement vague le Zen que, enfin, je connais pas grand-chose à vrai dire, mais je pensais par exemple par rapport à l'art, la calligraphie, enfin, je sais pas. Hmm.
Est-ce que ça pourrait, je sais pas, intéresser ces personnes détenues, ces personnes dans la rue, ces personnes. Je pense aussi à l'après dont vous parliez, où là, ben, l'après est assuré forcément, puisque il s'agit d'une pratique quotidienne, quoi. Vous voyez ce que, enfin, je sais pas, là, ce qui me vient comme ça à l'esprit, je sais pas. En tout cas, on n'exclut absolument aucune discipline. Enfin, Ouais. Oui, oui, d'accord. D'accord. on accueille absolument tout type de discipline. On a même du Hmm. manga cette année. Enfin, Pardon, manga. il y avait des mangas, un projet manga qui Ah était, oui, voilà, donc le Japon est un peu voilà. présent. Enfin, je sais pas, Mais effectivement, très bien, d'accord. Ouais. Voilà, c'est peut-être quelque chose dont on pourra reparler. Ok, merci. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire aussi faire modifier les représentations. Enfin, on a d'ailleurs à aucun moment, enfin, Laurence, vous l'avez dit, mais à aucun moment vous n'avez dit le terme socioculturel. Je pense que c'est aussi important, il me semble, hein, de mon point de vue, de modifier les représentations. Alors après, c'est peut-être qu'on a voilà cet héritage en France, hein, avec une espèce de passif sur le socioculturel où on fait une distinction absolue. Enfin, je veux dire, on hérite en tout cas de ça sur le plan institutionnel, d'une distinction et d'une non-porosité absolue entre le monde de l'art et le monde du socioculturel. Là, c'est même pas en fait à travers cet angle-là, c'est-à-dire que on n'a même pas envie en fait, le projet montre à quel point il y a un travail, une exigence artistique, quel que soit le projet artistique, semi-professionnel, amateur, il y a voilà un engagement et un travail artistique. Et c'est vrai que on a plus, quand on vous entend, on est même plus, c'est même plus un sujet, cette question de la distinction, en fait, entre ce qu'on a souvent et longtemps catégorisé hein, dans différentes catégories. Ah, ben ça, c'est de l'art, ah, ben ça, c'est plutôt socioculturel. Là, c'est pas comme ça que c'est abordé. C'est ça que je trouve particulièrement pertinent dans votre démarche. Bah, dans les critères pour pouvoir présenter un projet qui soit présenté à C'est pas du luxe, c'est de dire il faut un artiste qui accompagne ce projet. Et là, pour le coup, c'est pas un encadrant qui a fait du théâtre quand il était jeune ou qui a une petite compagnie amateur en parallèle. On tient vraiment à ce que ce soit un artiste et qu'il y ait des personnes accueillies au plateau ou dans la réalisation. Mais c'est le seul lien qu'on peut faire, en tout cas par rapport à ce que tu dis. Pour nous, c'est la présence d'un artiste professionnel. Alors, à quel moment? Parfois, on s'interroge quand on a le nom d'un artiste, dans quelle mesure on estime qu'il est professionnel et reconnu, ou est-ce qu'il est en cours de professionnalisation? C'est une autre question qui parfois peut se poser. En tout cas, on n'est pas là pour c'est pas un accessoire, ces ateliers. C'est vraiment un projet et une vraie démarche artistique. C'est ça qu'on défend. Absolument. Et qu'est-ce que peuvent s'apporter mutuellement et réciproquement des artistes au travail porteurs et porteuses de monde, encore une fois, qui sont ceux de la création, qui sont les leurs, quels qu'ils soient, et des personnes qui, elles sont riches d'un parcours de vie. Et voilà, voilà, personne, il n'y a pas de pratique descendante. Il y a vraiment voilà, ce qui fait aussi la richesse voilà, de ces liens entre création artistique, transmission et co-création. Voilà, dans ces démarches de co-création. Ouais. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions ou Laurence d'autres questionnements, parce qu'effectivement, le projet de Namur 2030, voilà, on avait eu l'occasion d'en parler plusieurs fois et aussi, voilà, a fait une place importante à ces questions de soins dans l'espace public. Donc peut-être qu'il y a d'autres envies de rebondir ou même voilà, de nous donner quelques informations. C'est un projet qui s'annonce riche s'il aura la chance de voir le jour en 2030. Ah bon, on espère de tout cœur qu'il aura la chance de voir le jour, mais ce qui est merveilleux, c'est que de toute façon, il y a déjà les institutions en place, il y a déjà des projets en cours. J'espère d'ailleurs peut-être qu'on aura l'occasion une fois à Namur de participer à un webinaire en pouvant partager Et oui, on en des avait parlé, expériences. ouais, ouais, bah, ouais, ouais, tout à fait. Ce serait avec plaisir. Et puis de vous accueillir au Festival Intime fin du mois d'août, Jasmine, comme on en avait parlé. Mais voilà, oui, ça se construit et voilà, on est encore
très à l'écoute justement des expériences. C'est pour ça que je suis si contente de voir ces initiatives et de participer au webinaire parce que voilà, c'est plein de questions de respect des gens, de trouver les bons termes, et d'arriver à faire cohabiter tout ce petit monde avec une vraie envie d'être tous ensemble dans ce projet. On a la chance qu'on a des institutions à Namur qui sont vraiment demandeuses, qui prêtent leur lieu, enfin voilà, le tout maintenant, c'est de faire entrer la musique. Et ben, j'espère, fin septembre, on devrait savoir la décision. Et donc, c'est avec plaisir qu'on embarquera du monde avec nous et qu'on partagera les projets en question, si ça peut se faire. Oui, il faudra venir voir donc la prochaine édition donc en 2026. Voilà, donc le dernier week-end de septembre 2026. Oui, On a j'ai quelques noté. on a quelques actus cette année en 2025. On peut aussi vous les partager si jamais certains veulent venir y faire un tour. Je te laisse, Élise. Avec Oui, ben, on parlait de rebond. On a justement deux oui. projets qui sont en rebond tardif, mais enfin tardif. Le premier, on a la chance d'être programmé, enfin programmé, c'est un vaste mot. Il y a une rétrospective qui est proposée au Grand Palais cette année à Paris du 13 au 29 juin. C'est Ok. un projet qui est porté par le Centre Pompidou et le Grand Palais. Et c'est une rétrospective de l'artiste metteur en scène plasticien Mohamed El-Khatib, avec Mhm. qui on avait travaillé sur le projet Notre Musée dont parlait Sybille tout à l'heure. Et en fait, lors de cette rétro, le projet Notre Musée va être réactivé et les participants de l'époque sont à nouveau conviés à être des commissaires de cette expo. Donc voilà, ils vont tenir une sorte de commissariat où ils vont pouvoir, les spectateurs vont pouvoir, enfin les visiteurs vont pouvoir parler des objets qui leur sont chers et puis ils vont pouvoir échanger sur les objets qu'ils ont proposés lors de l'exposition. Donc là, bah, on est hyper content. Et puis pour nous, il y a un vrai enjeu aussi de reconnaissance et de visibilité, notamment au sein de la presse, qu'on va essayer de convier au maximum, et aussi des associations d'Île-de-France et de plus large pour, bah, voilà, pour aussi en profiter pour faire parler de C'est pas du luxe. Ensuite, on a un deuxième petit rebond, cette fois d'un projet qui a été proposé à la dernière édition du festival qui s'appelait Les Beautés, qui était un défilé, voilà, un défilé un peu décalé qui s'inspirait de voilà, la Fashion Week, etc. Sauf que les participants, c'était des mineurs exilés, accompagnés par une association avignonnaise qui s'appelle Rose Merta, et qui défilaient, qui paradaient dans différents costumes, et notamment, enfin, qui étaient tous fabriqués avec des matériaux de recyclage. Il y a eu des photos qui ont été prises, des portraits d'eux, voilà, qu'on voit effectivement là. Et il y a des portraits individuels qui vont être exposés à la maison Jean Villard d'Avignon, pour lequel on propose un vernissage le 8 juillet. Et l'expo ensuite sera visible tout l'été. Et puis ce vernissage, pour nous, va être l'occasion aussi de temps de parole. On va aussi s'en saisir comme un moment un peu politique, hein. Donc l'idée, c'est de faire intervenir, il y aura la maire d'Avignon qui sera là, Madame Cécile L. Thiago Rodriguez, le délégué général du Festival d'Avignon, devrait intervenir aussi. Et puis on attend une confirmation de quelqu'un d'autre, un autre artiste. Et le troisième temps fort pour nous, c'est on se saisit et on est invité à participer aussi à Avignon Terre de Culture, qui est donc la célébration des 20 ans de la capitale européenne de la culture, pendant laquelle on propose une parade dansée le dernier week-end de septembre, petit clin d'œil au temps habituel où on organise le festival. Et là, il y a une parade dansée qui est proposée par la chorégraphe je mélange, Marinette Doseville, avec qui on a travaillé déjà il y a quelques années, et aussi des Brésiliens, puisque ça rentre à la fois dans le contexte d'Avignon Terre de Culture, mais aussi dans le contexte de la saison croisée France-Brésil cette année. Donc, on va avoir un temps au Brésil avec un festival qui est un peu le petit cousin de C'est pas du luxe, qui s'appelle Pop Roi. Et eux vont proposer ce projet en août. Et puis nous, en septembre, fin septembre, on aura cette parade qui sera portée donc par cette chorégraphe et par les personnes accueillies, accompagnées de différentes structures du Vaucluse. Et puis, tout le monde est invité à entrer dans la danse parce que l'idée, c'est d'avoir un groupe qui grossit aussi. Donc, enfin, on fait bientôt une réunion pour présenter tout ça, mais
les Avignonnais, les Vauclusiens, tous ceux qui veulent participer à cette grande parade sont aussi les bienvenus. D'accord, super. C'est Et le 28 septembre 28 septembre, ouais. à 17h. bon, bah, c'est noté. Donc, il y a un festival Petit Cousin au Brésil de C'est pas du luxe. Tout à fait, Ok. qui s'appelle Pop Rua, Où ça? Où au à Brésil? Sao Paulo. Ok, super. Bon à savoir, important de savoir que donc on peut propager ce modèle de C'est pas du luxe. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour votre accueil et la qualité de votre présentation et à vous pour vos présences actives et attentives. Et on se retrouvera. Donc, c'était le dernier webinaire de la saison. On va effectivement poursuivre et pourquoi pas à Namur. Voilà, on réfléchit à la saison prochaine. Il y en aura. On va continuer la saison prochaine. On va y réfléchir, on y réfléchit déjà. En tout cas, on vous invite et vous convie à la troisième édition des rencontres Art, Soins, Citoyenneté du 19 au 21 juin au 3 Bicef. Et voilà, on serait ravis de vous y retrouver. Si vous êtes structure, il y a une réunion qui va être une nouvelle étape de la structuration du réseau Arts en Citoyenneté. Donc, si vous êtes lié, voilà, une structure du champ de la culture ou du soin ou de la société civile, mais que cette structure cultive les entrecroisements entre création artistique, soins et citoyenneté, eh bien, voilà, vous êtes largement et votre présence à cette réunion qui aura lieu le vendredi 20 juin à 14 heures au 3 Bicef est la bienvenue et on va voilà, avancer vers une structuration sur ce réseau qui poursuit son essor, mais qui le poursuit grâce à des moments comme celui-ci, je dois dire. Donc, merci infiniment et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.